Hey coucou, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne Petite Graine d'Amour. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous tout de suite. Alors nous sommes donc le 2 mars et je vais commencer avec ma première lecture du mois. La commode au tiroir de couleurs de Olivia Ruiz que j'ai pris par curiosité à la bibliothèque de ma ville et ce fut une très bonne idée. J'ai beaucoup aimé. Alors l'histoire c'est donc à la mort de sa grand-mère, une jeune femme, si je me trompe pas c'est Rita. Euh, non, Rita c'est la grand-mère. Nina? Nina, je ne sais plus. Bref, une jeune femme, en fait, hérite d'une commode avec des tiroirs de couleurs, qui a été en fait un petit peu le fruit de ses fantasmes à elle et de ses cousins, mais ses cousins n'apparaissent pas dans l'histoire, hein. Ils se demandaient toujours ce qu'il pouvait y avoir dans cette commode. Et c'est la commode donc de leur grand-mère, et elle en hérite, donc à la mort de son abuela, comme on dit. Et donc elle a sa commode qui vient d'arriver chez elle. Et elle va l'ouvrir, en fait, elle va passer la nuit à regarder les tiroirs de cette commode. Et elle va découvrir surtout l'histoire de cette grand-mère. C'est l'histoire de sa propre mère, son histoire aussi à elle, du coup. Mais ça va se transmettre aussi ensuite à sa fille, à elle, mais sa fille n'apparaît pas vraiment dans l'histoire, parce que c'est vraiment l'histoire de la grand-mère. Et on parle de l'histoire de la grand-mère quand elle a 10 ou 11 ans et qu'elle doit quitter l'Espagne. J'étais en train de chercher le pays. L'Espagne franquiste. Donc, c'est les parents de la grand-mère, donc ses arrière-grands-parents, en fait, décident d'envoyer leurs enfants, leurs 3 filles, en France parce que eux ont décidé, en fait, a priori, ce sont pas des contestataires, quoi, ils veulent protéger leur patrie. Ça fait trop de P dans ma phrase. Sauf que, voilà, donc ils envoient leurs enfants et eux, a priori, ont décidé de se suicider ensemble pour protéger leurs propres enfants. Donc on a ce périple pour arriver en France qui prend quand même plusieurs jours, parce que le train ne va pas en fait jusqu'en France, elles sont obligées de continuer le chemin à pied. Donc les 3 sœurs qui ont 6, 10 et 16 ans, si je ne me trompe pas, elles vont être prises en charge dans un camp, ensuite emmenées chez leur oncle va venir les chercher, et en fait leur oncle les laisse tranquillement dans un immeuble avec d'autres personnes. Ils se déchargent complètement, et en fait on va voir l'histoire de cette grand-mère et de ses sœurs, de comment elles grandissent, de l'histoire d'amour de la grand-mère. Je crois que je vais m'arrêter là. Des histoires d'amour de la grand-mère, de ses enfants, de sa vie, de ce qu'elle a pu transmettre, de ce qu'elle a transmis donc à sa propre fille, de sa propre fille, ce qui s'est passé pour sa petite fille. Voilà, on a cette histoire des yeux de la grand-mère, en fait, et j'ai trouvé ça touchant. C'était vraiment beau, triste, mais beau. C'était à la fois poétique et dur quand même. J'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture. Je pense qu'on aura compris. Je recommande. Je ne sais pas si elle a écrit d'autres livres parce qu'a priori c'était son premier. Oui, voilà, c'est ça, c'est marqué Olivia Ruiz et auteur, compositrice et interprète. Bon, ça, pour ceux qui ont connu la Star Academy des années 2000, on le sait. D'origine espagnole, elle a grandi à Marseillette. Je connaissais même pas cette ville, Marseillette. Je trouve ça mignon. 3 de ses grands-parents ont fui la guerre civile mais n'en ont jamais parlé. De ce silence est né son premier roman, La commode au tiroir de couleurs. En fait, je pense elle a appris de ce qu'elle pouvait connaître de sa propre histoire personnelle et l'a romancé certainement. Mais c'est romancé avec l'histoire, avec un grand H. Donc c'est assez prenant, quoi. Moi j'ai beaucoup aimé. Il se lit très rapidement, il fait même pas 200 pages. Je l'ai commencé samedi soir. Oui, j'ai commencé avant le 1er mars. Donc on était le 28 février, je faisais un babysitting en fait, et j'avais lu une centaine de pages. Donc j'ai fini hier, et voilà, je ne peux que le recommander. Hey coucou, alors nous voilà dans un autre cadre. Je pose le téléphone là où je peux, vu que je n'ai plus de trépied. Donc on se retrouve aujourd'hui pour parler de La Dame de Reykjavik, de Ragnar Jonasson, que je viens de finir, quoi que j'ai fini hier soir plutôt. On est mercredi. J'ai mis 2-3 jours pour le lire, je ne sais plus. Ça se lit assez rapidement. Je vais lire la 4e de couvre. Alors, le Times dit l'inspectrice islandaise Hulda Hermannsdóttir, je sais pas,
est la meilleure héroïne tragique que nous avons lue depuis longtemps. Je suppose qu'en fait, il doit y avoir d'autres livres avec elle. Mais c'est le premier que je lis avec. Surtout que j'ai Mork. Est-ce qu'elle est dedans? Je ne sais pas. Je l'ai pris au pif. Enfin, elle était à la bibliothèque de ma ville, donc voilà. Non, l'autre c'est avec Harry Thor. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est un one-shot ou pas, donc n'hésitez pas à me le dire. Donc c'est l'histoire de Hulda. Hulda a tout donné à sa carrière, mais en faisant toujours cavalier seul. Elle a beau être une des meilleures enquêtrices du poste de police de Reykjavik, à 64 ans, sa direction la pousse vers la sortie. La perspective de la retraite l'affole. Tout ce temps et cette solitude qui s'offre à elle, c'est la porte ouverte aux vieux démons et aux secrets tragiques qu'elle refoule depuis toujours. Et ses échappées dans la magnificence des paysages islandais pour respirer à plein poumon la sauvagerie de son nez ne suffiront plus cette fois. Alors, comme une dernière faveur, elle demande à son patron de rouvrir une affaire non résolue. Elle n'a que 15 jours devant elle, mais l'enquête sur la mort d'Elena, une jeune russe demandeuse d'asile, va s'avérer bien plus complexe et risquée que prévu. Hulda a-t-elle vraiment pesé tous les risques? Quoi dire? Je suis rentrée assez facilement dans l'histoire, donc on commence avec Hulda, qui effectivement va se faire gentiment remercier. Gentiment. En fait, elle sait qu'elle doit partir à la retraite, hein, c'est pas vraiment quelque chose de nouveau pour elle, mais en fait, on lui annonce en début de livre que elle va être remplacée d'ici très, 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 très peu de temps et qu'en fait, elle est là pour 15 jours. Voilà. Dans 15 jours, vous prenez vos affaires et vous partez, ma brave dame. Un petit peu mouvement de panique, là, ça fait trop, trop, trop vite, 15 jours, monsieur. Donc effectivement, elle demande à reprendre une enquête, elle prend une enquête d'un de ses coéquipiers qu'elle juge, comment dire? Légèrement inefficace, hein, pas très très douée. Donc elle reprend cette affaire et je crois que ça dure 3 jours. L'enquête est assez rapide. Alors on a toutes les réponses par rapport au décès de cette Elena. Je cherche, hein, je suis presque. Le dernier jour, on repart du coup. Dernier jour. Et chaque jour est découpé en plusieurs chapitres. Jour 2. Donc en bref, on suit l'enquête sur 3 jours. C'est ce qui est très 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 rapide. Elle la résout assez rapidement, c'est assez incroyable je trouve. Du coup je n'y crois absolument pas. En fait, oui, Hulda, je me suis même pas particulièrement attachée à elle, même si on a des éléments sur sa vie, sur son enfance, sur son couple, sur sa famille. Mais voilà, je me suis pas attachée. Pourquoi je suis prête? Je me suis pas attachée à Hulda. La fin, on a toutes les réponses, mais j'ai pas aimé la fin. Voilà, voilà. Voilà, et si vite, j'ai pas trouvé ça transcendant. J'avais pourtant entendu beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Bon, bah, ça restera pas une lecture très mémorable pour moi. Au moins, j'aurais lu La Dame de Reykjavik. C'est très bien. Voilà. Je vais reprendre Tout le bleu du ciel, qui me plaisait plus pour le coup. Voilà. Hey, coucou! Alors, nous sommes le lundi 16 mars et j'ai fini Rêve de garçon de Laura Kasischke. Je crois qu'on dit comme ça. Alors, le résumé, c'est à la fin des années 70, 3 pom-pom girls quittent leur camp de vacances à bord d'une Mustang décapotable dans l'espoir de se baigner dans le mystérieux lac des amants. Dans leur insouciance, elles sourient à 2 garçons croisés en chemin. Mauvais choix mauvais choix au mauvais moment. Soudain, cette journée idyllique tourne au cauchemar. Alors, on va suivre Christy, deux Christy et une Désirée qui donc sont en camp de vacances. Une des Christy est copine déjà depuis la maternelle avec Désirée et l'autre Christy c'est une personne qu'elles ont rencontrée pendant leur séjour au camp. Elles décident un jour en fait de sécher un des cours de Pom Pom Girl pour justement aller se baigner dans le lac des Amants. Christy a une Mustang rouge, si je ne me trompe pas, rouge décapotable. Et en fait, elles prennent la route pour y aller. Elles s'arrêtent dans une station essence et dans cette station essence, en fait, elles vont pas leur parler, mais il y a deux jeunes dans un break, un vieux break rouillé, qui les regardent. Et Christy, en fait, sourit à ces garçons. Mais Christy,
En fait, on a des petits allers-retours entre l'instant présent et d'autres moments. Donc, Christy explique en fait qu'elle sourit tout le temps, qu'elle est toujours de bonne humeur, qu'elle est plutôt populaire, plutôt mignonne, etc. Que Désirée n'est pas populaire, personne ne l'aime à part Christy, mais que voilà, sont deux pommes très jolies. Mais qu'effectivement, il ne faut pas sourire à ces deux garçons parce qu'en fait, ils sont pas beaux, ils ont un vieux break et ça va les inciter en fait à les suivre. Elles reprennent la route après l'arrêt à la station essence et effectivement, les deux jeunes dans leur break vont les suivre. La Mustang roule beaucoup plus vite, donc elles essayent de semer, mais elles se rendent compte qu'elles sont toujours suivies, donc elles font un demi-tour sur une petite route et il va se passer des choses. Donc on a un petit peu les allers-retours sur la vie de Christy et avec Désirée, sur ce camp. Et on va aller au fur et à mesure. Mais ils nous ont suivis, ils sont dans le camp. Voilà. Et pendant toute l'histoire, effectivement, je me suis fait balader à croire que effectivement, ces deux garçons étaient dans le camp et qu'ils allaient leur faire du mal ou faire quelque chose. Bon, bah, je me suis complètement plantée. Mais la fin de l'histoire, je me suis dit, tout ça pour ça. Voilà. Ça se lit vite, hein, parce que moi, je l'ai commencé un jeudi soir. Je faisais un babysitting. Donc, on va dire que j'ai commencé à lire vers 22h15, 20. Je suis rentrée chez moi à 1h30, donc de 21h15 à 1h du matin, on va dire. J'avais pratiquement tout lu, il me restait 30 pages, donc je l'ai fini hier. Voilà, j'ai pas trouvé ça transcendant. Après, effectivement, je ne m'attendais pas à la fin. C'est un twist intéressant. Mais je ne suis pas sûre de garder un grand souvenir de ce livre. J'avais déjà lu Oracle avec Dans ses yeux, La vie devant ses yeux. J'avais pas été transcendée non plus, donc voilà, j'avais celui-là, je pense pas en avoir d'autres dans ma palle, donc je m'arrêterai là pour cette autrice. Voilà. Hey, coucou! Alors on se retrouve, on est mardi 17 mars. Alors je sais, j'ai déjà chroniqué un livre hier. On va chroniquer celui-là que j'avais commencé il y a une semaine. Donc Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta, dont on a beaucoup entendu parler, je pense, et que je lis comme d'habitude 107 ans après tout le monde. Mais ça me permet de laisser la hype redescendre. En même temps, j'avais pas entendu parler de l'histoire, donc c'est très bien. Alors, en fait, on va suivre Émile. Émile qui a découvert qu'il souffrait d'un Alzheimer précoce et qui a décidé de ne pas finir dans ce qu'on peut appeler un mouroir, il n'a pas envie de faire partie des essais cliniques, en fait. Mais il sait qu'il va mourir, donc il voit pas trop l'intérêt d'être dans un essai clinique à l'hôpital et de se voir détériorer et de faire subir son état à sa famille. Et il décide de mettre une annonce sur un site qui s'appelle petitesannonces.fr, très recherché. Son annonce est assez particulière parce que c'est marqué « Jeune homme de 26 ans condamné par un Alzheimer précoce souhaite prendre le large pour un ultime voyage. Recherche compagnon compagnonne d'aventure pour partager avec moi ce dernier périple. » Il n'a qu'une seule réponse à cette annonce en même temps. Je suis pas sûre qu'il y en ait beaucoup qui ont envie de voyager avec quelqu'un qui va mourir, voilà, et qu'on ne connaît pas. Et la seule réponse, ça va être celle de Joanne, qui vient elle-même avec ses bagages, alors pas bagages dans le sens sa valise, mais son bagage mental. On va découvrir plein de choses à propos de Joanne, et qui est un petit peu particulière quand ils se rencontrent. Donc ils se rencontrent sur une aire d'autoroute, ils se sont donné rendez-vous pour partir en camping-car, pour aller dans les Pyrénées, sans savoir trop où ils allaient s'arrêter, etc. Et ce voyage, alors quand c'est marqué bouleversant, effectivement, il est bouleversant. Quoi, moi, j'ai trouvé ça bouleversant. Je connais personne qui est atteint d'Alzheimer précoce. Je sais que mon mari avait une tante qui avait Alzheimer, mais elle était âgée, donc c'est quelque chose, j'allais dire de logique, non, mais c'est quelque chose auquel on peut s'attendre avec la vieillesse, pas avec quelqu'un qui a 26 ans, en fait, comme dans l'histoire. Est-ce que j'ai pleuré? Oui, j'ai pleuré. Je m'attendais en fait à rien de particulier, parce que comme je disais, je n'ai pas suivi la hype autour, je sais que ça... Le chat est passé par là. On en a beaucoup entendu parler, mais voilà, sans avoir entendu parler de l'histoire. Mais je ne m'étais pas penchée sur la question. Là, effectivement, bon, je me doutais en lisant... Pourquoi tu bouges, toi? En lisant la quatrième de couverture, je me doutais que ce serait pas très gai. Il y a des super beaux moments. C'est à la fois poétique.
on sent on suit autant Émile que Joanne. Joanne pourrait être un personnage secondaire et en fait, elle occupe une place importante parce qu'elle va permettre à Émile de relativiser beaucoup de choses, de comprendre beaucoup de choses sur sa vie, de, se mettre à la méditation et en fait, on voit au fur et à mesure, l'évolution de la maladie, les blackouts. Toujours pas de trépied. Ah! Désolée. Toujours pas de trépied. On voit l'évolution de la maladie. Il décide de faire des choix qui vont avoir certaines conséquences. Je pense qu'il s'aime d'un amour un peu particulier au fur et à mesure de l'histoire. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai pas vu passer les plus de 800 pages. Ouais, 838 pages en version poche. Preuve en est que je l'ai lu en une semaine. J'ai lu un livre entre-temps parce qu'il me restait, je crois, une centaine de pages quand je suis partie en babysitting par rapport au livre que j'ai chroniqué hier. Et je savais que je l'aurais fini en fait dans la soirée. Effectivement, parce que hier je l'ai lu ouais, en une demi-heure. Donc voilà, il est mieux que je prenne un autre livre pour mon babysitting. Mais voilà, je l'ai lu en une semaine alors que la semaine dernière, j'ai été très très occupée. Ça se lit vite, ça se dévore. euh, alors que les chapitres sont quand même parfois un peu longs. Il y a une alternance entre le récit et le fait qu'en fait, qu'il y ait des écrits plus personnels de leur part. On va suivre les volontés d'Émile, qui ne veut pas effectivement donc finir dans un mouroir, etc. Mais qui a décidé voilà, de vivre sa vie à fond jusqu'à la fin. J'ai trouvé ça touchant, parce qu'à la fin, il est devenu comme un enfant. Il y a les choix de Johan, la famille un petit peu, voilà. Donc je suis convaincue de cette lecture de Melissa d'Acosta et je pense que j'en lirai d'autres. Hey coucou, j'espère que vous allez bien. Nous sommes mardi 24, je n'ai pas mis à jour le calendrier, 24 mars, et je viens parler de ma dernière lecture, on va se mettre comme ça, Amber Falls de Alicia Garnier. J'avoue que j'ai regardé le nom de l'autrice qu'une fois fini le livre, quand j'ai lu la page remerciement avec des prénoms français, et son prénom à elle, Alicia, je me dis, c'est bizarre, hein. Ah bah oui, Alicia Garnier. Voilà, je pensais que c'était une américaine qui avait écrit le livre. Alors autant dire qu'en lisant la quatrième de couverture, je savais exactement comment ça allait se finir en lisant le livre. J'étais, oui, alors il a dû se passer ça, ça et ça. Bon, bah ça n'a pas loupé. Le mystère n'est pas du tout entier, hein. Je vais lire ce qui est marqué derrière. Ou pas. Si, de toute façon, ça résume quand même assez. Dans la petite ville d'Amber Falls, Julie Murray, ou July, parce que sa mère s'appelle June et sa grand-mère May. Donc July. Mais je me suis dit, July, ça fait bizarre de le dire comme ça, donc je suis restée sur Julie pendant toute l'histoire. Murray a deux certitudes. Elle déteste Ted Gray depuis qu'il lui a volé son rêve et elle doit absolument remporter le concours de pâtisserie locale pour sauver son salon de thé. Son seul obstacle, Tate lui-même. À croire qu'il met autant d'énergie à être en travers de sa route qu'à être scandaleusement séduisant. Difficile d'imaginer qu'ils étaient inséparables par le passé. Dans leur routine quotidienne de pics assassines et de regards noirs, Tate débarque avec la proposition la plus inattendue qui soit, que Julie joue sa petite amie devant ses parents, qui désespèrent de le voir se ranger. Plus absurde encore, il se pourrait bien qu'elle dise oui. Bon, rien qu'avec ça, on sait pertinemment qu'en fait ils vont finir ensemble, hein, il n'y a pas de mystère. En fait, ce qui va être intéressant dans l'histoire, j'ai beaucoup aimé, on entend le dire, il fait, sans les remerciements, 419 pages. 519, pardon. En fait, on va suivre Tate et Julie en double temporalité et en double... je trouve plus le terme. En fait, ça va être chacun leur tour et où ils vont parler. Donc on suit un coup Tate, un coup Julie. Mais Tate, on le suit aussi par un double temporalité, voire la quadruple. Parce qu'en fait, on le suit en fonction des âges. Alors que Julie, on est toujours au présent avec elle. Donc je dirais que le personnage principal serait malgré tout plus Tate que Julie, même si on pourrait croire que derrière c'est plus elle. Je trouve que c'est plus Tate, vu qu'on le suit lui dès l'enfance. En fait, dès la première fois, il rencontre Julie, comment il vit cette amitié, comment il vit justement leur difficulté aussi de communication par moment. Voilà, et on a ces petits moments dans le passé qui se mettent dans le présent. On comprend lui ce qu'il en est et on comprend qu'elle, on n'est pas tout à fait sur la même chose. Alors moi, j'ai beaucoup aimé. Il y a des trigger warnings que je n'ai pas trouvé. Voilà.
Deuil, oui, effectivement, deuil. J'ai pleuré, bien sûr. Deuil périnatal, c'est vraiment juste un passage. Franchement, on n'y apprend pas grand-chose. Harcèlement sexuel, je suis en train de chercher. Ou alors je suis passée à côté du harcèlement sexuel et là c'est problématique pour moi. Harcèlement scolaire, oui, clairement. Scène explicite, j'ai déjà lu plus explicite que ça. Violence domestique et violence psychologique, effectivement, on est dedans. Beaucoup plus psychologique. Ouais, je sais pas. Sur le domestique. Voilà, après, je pense que ce serait tout à fait adaptable en film. Mais le film de l'après-midi de TF1 ou d'M6, c'est pas forcément un film cinéma, même si ce serait tout à fait possible. C'est un small town. Alors j'ai découvert ce terme il y a pas très longtemps. Et du coup, ça m'a fait penser à Gilmore Girls, juste pour ça. Pour la petite ville avec les commérages, etc. Et tout le monde connaît tout le monde. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé, ça m'a fait passer un bon moment. Vu que j'étais un petit peu, pas forcément en panne de lecture, mais je cherchais quelque chose qui pouvait me relancer un peu. Bah, du coup, c'est chose faite. Je ne sais pas encore ce que je vais lire après, parce que j'ai encore un livre de la bibliothèque à lire. Je suis censée rendre demain, ou la semaine dernière peut-être. Donc je vais devoir renouveler. Mais j'aimerais bien lire un livre à moi. Et sachant que les 2 derniers livres que j'ai lus, c'était des livres de la boîte à livres. Donc je les considère pas forcément à moi non plus, parce qu'ils attendent que je les remette dans la boîte à livres. Donc demain, quand je rentre. Parce que la boîte à livres est juste à côté de la bibliothèque. Et sachant que le Club du Pavé, qui a un compte Insta, la lecture d'avril, je crois qu'il faut que ce soit historique. Et comme Pachinko, je l'avais mis à ma palle de ce mois-ci, voire même du mois d'avant, je vais peut-être sortir Pachinko, qui est aussi une pavasse. Hein. Voilà. Et ben du coup, vous saurez la suite ultérieurement.